Merci à toi, Marc. D'abord, quand je suis arrivé en écologie, je disais à mes amis écologistes, dont Emmanuel Cos qui est là, je vous préviens, pilote de ligne à Air France, pendant 30 ans, c'est 20 000 heures de vol et 160 millions de litres de pétrole à moi tout seul. Ça calme. Et du coup, je suis en rédemption. Comment on fait pour afficher quand c'est affiché là? Ben, il est... Non. Non. Alors là, je suis... Oui, c'est bon, on y va. Alors je fais un tout petit rappel simplement, je vais aller vite, hein. Les transports, ça reflète la société. En 1800, on était 27 millions d'habitants, dont 10% urbanisés. Aujourd'hui, on est 85% urbanisés. Les conséquences, ben, c'est quoi? Ben, c'est ça, c'est la pollution. C'est 1,3 milliard de véhicules dans le monde. Et puis ben, la pollution dans les rues. Et puis la pollution industrielle, l'énergie. Et puis la conclusion de tout ça, c'est qu'est-ce qu'on va devenir et qu'est-ce que vont faire nos enfants si rien ne se passe dans les années qui viennent. C'est urgent. La part du transport, vous la voyez en bleu, elle est à peu près de 33% en ce qui concerne les CO2. Le reste, ben, c'est l'industrie manufacturielle, l'énergie, les déchets, etc. Je ne compte pas dedans quelque chose qui est important, qui est les particules fines, qui sont là aussi dommageables pour la santé. Alors au XXe siècle, ben, on a tout inventé, en gros, hein, la conquête de l'air et de l'espace, l'industrie pétrolière, la route dominatrice, les échanges internationaux, l'urbanisation un peu désordonnée. Et puis au XXIe siècle, on est dans l'ère du numérique. Alors ça peut être une révolution, c'est une révolution, capable du pire, c'est-à-dire atteinte à la vie privée, mais comme du meilleur aussi. C'est les transports combinés, partagés, interconnectés, tout ce qu'on connaît. Et tout ça, c'est à cause ou grâce à ce monsieur, Steve Jobs, qui a inventé le smartphone il y a 11 ans. Et aujourd'hui, ben, il y a 4 milliards de personnes qui utilisent le smartphone. Ça ne s'est jamais vu. 4 milliards de personnes, c'est la population mondiale quand je suis né. Hein, je suis vieux, mais pas tant que ça quand même. Et donc, il va falloir jouer avec ça probablement et coordonner tout ça. Alors, les moyens de transport futurs, ben, on les connaît, on sait ce qui va se passer en 2020, 2030. Au-delà, c'est un petit peu plus compliqué, mais le facteur développement durable, écologique, va prendre de plus en plus d'importance. Alors, on fait quoi? Eh bien, on fait quoi? Ben, il faut se poser les bonnes questions. Alors, les bonnes questions, c'est... Tu penses qu'il y aura des ruptures technologiques d'ici 2050? Ah oui, oui, de toute façon, oui, dans tous les domaines. Et là, c'est pour ça que j'ai monté un think tank avec les directeurs de recherche des principaux acteurs dans le transport, dont Colas, on a vu tout à l'heure. Ben, c'est l'état du monde en 2050. Pourquoi se déplacer? Quel véhicule? Quelle rupture techno, justement? Quels matériaux? Les nanotechnos? On a vu que et l'intelligence artificielle, les sources d'énergie, le rôle du numérique, la robotique, les infrastructures, le social et la mobilité. Juste un exemple, on va perdre à peu près 5 millions d'emplois dans le secteur automobile en Europe. Ben, il faut anticiper. C'est un petit peu le même phénomène il y a quelques années quand l'ordinateur est apparu. On a supprimé les poules de secrétaires. Il y en a qui ont connu ça. Eh bien, on arrive ici, là aussi, à un décalage social. Et comment innover à l'horizon 2050? Alors, je me permets de dire une petite tentative concrète de mon côté. J'ai créé une petite start-up qui s'appelle Carwatt, parce qu'en transition, on peut faire de l'économie circulaire. Je récupère, je prolonge la vie des véhicules et je leur mets des batteries d'occasion, c'est-à-dire les batteries de Zoé, par exemple, qui atteignent 75% de leur capacité. Je les récupère et je les installe sur des véhicules qui n'ont pas besoin d'énormément d'autonomie. Là, par exemple, je fais le matériel aéroportuaire, les tapis à bagages, etc., autour des avions. Je fais un tracteur pour avions. Le roulage des avions, il se fait au moteur, ce qui est une aberration totale. À chaque décollage, chaque atterrissage, eh bien, on roule et on dépense entre 500 et 1500 litres. Ça fait beaucoup. Ça fait 300 000 tonnes de CO2 rien que pour Roissy, c'est-à-dire l'équivalent du périphérique. Donc si on peut résoudre et avancer comme ça, un camion poubelle qui pourrait être alimenté avec ses propres déchets en faisant de l'hydrogène, et puis en fin de vie des batteries, quand il s'agit de batteries, ben, c'est l'énergie de stockage pour lisser les pics de consommation. Donc voilà, chacun apporte sa contribution, j'apporte ma petite contribution. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est en conclusion. J'ai encore 6 minutes, c'est bon. Hein, c'est se déplacer en respirant, c'est ici et maintenant. Alors, on devrait pouvoir dire ceci n'est pas un train, mais un bureau connecté. Ceci n'est pas une gare,
mais un lieu de commerce, de culture, de rencontre. Ceci n'est pas un vélo, mais un moyen de transport public, individuel. Et puis, ceci n'est pas un téléphone, mais la clé du véhicule partagé. Donc, on arrive dans des nouveaux paradigmes qui sont hyper intéressants. Et on devrait faire en sorte, avec tout ça, qu'on ne veut plus perdre de temps dans les transports, on veut profiter de ce temps, on veut réduire notre bilan carbone, évidemment. On veut vivre dans des villes respirables, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, silencieuses, apaisées, et puis on ne va plus payer 20 milliards d'euros en 2018 en France du fait de la santé consécutive à la pollution. Donc on arrive à ce genre de conclusion où finalement il n'y a pas que la techno. Il y a un monsieur qui a dit, c'est ça, je vous laisse deviner, vous ne savez pas, je vais vous le dire tout de suite, c'est Rabelais, donc c'est pas nouveau, ça a quelques centaines d'années. Et puis il y en a un autre qui a dit ça, pour changer la société, il faut changer les hommes, et pour changer les hommes, il faut leur donner envie. Allez, je vous la donne, c'est Albert Einstein. Et puis là-dessus, il a dit autre chose aussi, l'univers et la bêtise humaine, c'est deux choses qui sont infinies. Et en ce qui concerne l'univers, je ne suis pas tout à fait sûr. Donc c'était assez prémonitoire. Et puis je terminerai par Trump, parce que c'est un grand philosophe, comme vous le savez. Le réchauffement climatique a été inventé par les Chinois pour tuer l'industrie américaine. Et puis je terminerai quand même par Nicolas Hulot. C'est l'écologie est certainement l'ultime occasion de redonner du sens au progrès. Voilà, je vous remercie. Oh non, mais comme tu as été très économisant sur ton temps de parole, mais qu'on n'a pas tous les jours le temps de t'avoir, moi je vais prendre au moins 2 minutes avec toi et en te demandant de rester là, parce que quand même... j'ai gratté... tu as gratté. Alors là, en termes d'économie, là, si tout le monde fait la même chose, on finissait à midi la journée. Là. De temps, tu as pris 60% de ton temps simplement. C'est intéressant ce que tu as lancé à titre personnel avec Carwatt, parce que finalement, c'est ce qu'on appelle le rétrofit. C'est-à-dire qu'on utilise un véhicule ancien, on lui donne 10 ans de vie de plus, et c'est important en effet pour ceux qui n'ont pas les moyens de se payer du neuf, pour réfléchir à une autre façon en termes d'économie circulaire, qu'un vieux diesel puisse devenir un électrique pour 10 ans de plus. C'est une autre façon d'approcher et de démocratiser aussi tu as raison. l'accessibilité. Un bus électrique, un camion poubelle électrique, aujourd'hui, c'est entre 450 000 et 600 000 euros. Il y a beaucoup de collectivités qui ne peuvent pas se payer ça, tout simplement. Alors, soit on les aide, c'est ce qu'on fait, soit on transforme le véhicule, c'est ce que j'ai choisi. En gros, la transformation d'un diesel qui a 4, 5, 6 ans d'âge, c'est à peu près 100 000 euros, donc tout le monde y gagne. Le seul problème qu'il faut résoudre, c'est un problème de réglementation. Aujourd'hui, c'est quasiment impossible. C'est très difficile d'homologuer. Alors, j'avais dit pour les camions de livraison à Hidalgo, pour la mairie de Paris, je lui ai dit, écoute, on va l'homologuer en Allemagne, est-ce que ça t'emmerde de rouler avec des plaques allemandes, ça rappellera des souvenirs? Elle m'a dit, finalement oui, mais enfin c'est drôle d'en passer par là. Donc l'Europe, c'est important, les élections européennes, c'est important parce que ça passe par là, par une réglementation européenne. Oui, les normes et ces homologations, c'est extrêmement complexe. Je t'avais dit qu'on avait rencontré un jeune non loin d'ici, en Vendée, qui lui veut rétrofiter des coccinelles, mais il faut l'autorisation du constructeur initial pour pouvoir rentrer dans la case, bien évidemment, et Volkswagen n'a pas très envie de lui donner. Donc on va voir si... on s'est même dit, sur ce sujet très précis, on pourrait même remonter en matière de diplomatie entre la France et l'Allemagne, mais s'il faut bouger au plus haut niveau de l'État, on va profiter des 2 minutes qui nous restent. On ne va pas parler du philosophe Trump parce que là tu vas partir longtemps, mais on va peut-être quand même te demander ton avis sur l'actualité, puisque hier beaucoup l'ont commenté et que tu as été invité sur les télés. Donne-nous un peu ton sentiment. Il a bien fait, il n'a pas bien fait? C'est vrai que Nicolas est un personnage complexe. C'est un personnage qui est très sensible. On l'a vu au bord des larmes, et c'est pas du cinéma. On se connaît depuis 36 ans. Moi, je l'ai connu, c'est drôle, quand il était à France Inter, il est revenu à France Inter pour annoncer sa décision. Je pense qu'il s'est jeté dans le vide parce qu'il ne voulait pas revenir en arrière, tout simplement. Il y a la politique du demi-verre plein et du demi-verre vide. Alors, les macronistes ou les gens favorables au gouvernement ont mis en avant le demi-verre plein, ce qui est plutôt bon pour lui. Et puis les autres, demi-verre vide, dont lui. Ça dépend où on met le curseur. Et lui, il a mis le curseur assez ambitieux en se disant je vais faire un électrochoc et puis on va peut-être, avec mon départ, repartir sur des bases qui sont un peu plus ambitieuses. Alors il va falloir que le gouvernement, probablement, habille la corbeille de la mariée
pour donner les moyens au successeur ou à la successeur. Donc voilà, moi je suis assez optimiste, hein, j'espère que ça va bousculer les consciences. Encore une fois, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. J'aime beaucoup cette formule parce que c'est un changement de paradigme, c'est pas que de la techno. Merci Gérard, on conclut comme cela. Il n'y a rien à ajouter. Je laisse la parole à la table ronde suivante.